Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aussi et bonjour peut-être à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux puisque il y a un enregistrement et une diffusion de ces débats sur les réseaux sociaux. Nous sommes invités à débattre de la protection des défenseurs des droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'homme, et nous sommes 20 ans après que l'Assemblée générale des Nations unies ait adopté une déclaration qui reconnaît le rôle des défenseurs des droits de l'homme et qui invite les États à leur accorder leur protection. On connaît la limite des déclarations des droits de l'homme ou des déclarations de l'Organisation des Nations Unies, mais tout de même c'est un pas en avant qui permet de prendre conscience qu'il y a effectivement sur notre planète, heureusement, un certain nombre de gens qui ont fait cette profession de leur engagement que de défendre les droits de l'homme. Je voudrais me tourner vers vous pour commencer, Geneviève Garrigos, puisque vous êtes représentante d'Amnesty International. Vous avez eu beaucoup de responsabilités dans cette association. Vous êtes aujourd'hui porte-parole en charge plus particulièrement d'un continent que vous connaissez bien, les Amériques. Et dans le civil, dans votre activité professionnelle, vous êtes plutôt pharmacienne, plutôt diplômée d'HEC et plutôt chargée de promouvoir la communication d'une entreprise pharmaceutique. Mais vous êtes très au fait de tout ce qui se passe dans ce monde-là et je voudrais avec vous qu'on aborde justement un peu ce que sont le profil de ces défenseurs des droits de l'homme. Parce que si j'ai un petit peu de mémoire, il y avait, il y a quelques dizaines d'années peut-être, pour avoir suivi différentes étapes, d'un côté les opposants, et puis des militants des droits de l'homme qui les défendaient. Et puis les militants des droits de l'homme étaient plutôt des avocats, des anciens responsables politiques, économiques, qu'on laissait un petit peu de côté, qu'on laissait faire, qu'on laissait un petit peu parler et qui avaient un peu d'autorité. Et puis les opposants étaient ceux auxquels on s'attaquait. On a l'impression aujourd'hui qu'on est passé dans une autre étape où le défenseur des droits de l'homme est devenu la cible des régimes dictatoriaux, autoritaires, des démocraties libérales, comme on dit, de tout ce que l'on veut, et qu'ils sont maintenant le cœur de l'opposition dans un certain nombre de pays pour effectivement faire respecter les droits de l'homme, et qu'ils sont aujourd'hui des victimes de première ligne dans ce combat. Est-ce que c'est ce que vous remarquez vous aussi? Et puis on verra un petit peu aussi comment on les attaque et la façon de s'attaquer à eux aujourd'hui a elle aussi évolué. Oui, merci beaucoup, excusez-moi, pour cette invitation. Je vais me permettre de rétablir juste une petite chose, parce que vous avez dit que je m'occupais de communication pour l'industrie pharmaceutique. En fait, depuis maintenant 2 ans, je m'occupe plutôt de transparence, justement, et d'obligation de, justement, tout ce qui est anticorruption, protection des données, vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Donc... Bien, ça méritait d'être précisé. Merci de l'avoir dit, je savais. Mais... Je préfère le dire oui, quand tout même. À fait. Voilà. On peut supposer d'autres choses. Voilà, comme ça, c'est très clair. Ma rivière de diamants plaide pour moi. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, déjà, au titre justement de la déclaration qui a été adoptée il y a 20 ans, c'est toute personne qui, individuellement, en groupe ou en association, va défendre, protéger, va promouvoir tout ce qui est droits humains. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que derrière tout cela, c'est toutes les activités que peuvent mener les personnes. C'est-à-dire qu'on va retrouver aussi bien des médecins qui, justement, vont, de par leur activité, même si ce n'est pas permanent, mais promouvoir ou défendre des droits comme l'accès aux soins. Ça peut être des avocats qui vont défendre des prisonniers d'opinion, ça peut être des journalistes qui vont enquêter justement sur des crimes commis par les États ou d'autres. Donc la définition est très large. Mais à travers cela, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les défenseurs des droits humains aujourd'hui, finalement, ce sont ces personnes qui, à travers la planète, non seulement vont défendre, comme pourrait le faire un avocat, mais aussi vont collecter l'information, vont la publier. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dans nombre de pays, on voit des personnes qui, justement, dans les pays, par exemple, où il y a des disparitions forcées, qui vont collecter les personnes qui sont arrêtées, à quel moment elles sont arrêtées, comment elles le sont, où est-ce qu'elles sont, les personnes disparues. Et donc, tout ça, c'est un travail qui, déjà, en soi, dérange beaucoup les États. Parce que c'est vrai, et
l'organisation à laquelle j'appartiens, Amnesty International, c'est comme ça aussi que nous avons commencé maintenant il y a bientôt 60 ans, justement à œuvrer en disant qui était enfermé, les tortures qui y étaient subies, etc. Donc c'est dévoiler déjà ce que les États veulent cacher, mais ça peut être aussi très large. C'est aujourd'hui un des champs où on voit énormément de défenseurs, c'est tout ce qui est défenseur du droit à la terre et à l'environnement, c'est-à-dire toutes ces personnes qui vont se mobiliser, non plus comme contre les violations qui sont commises directement par les États en termes de droits civils et politiques, mais par exemple l'expropriation des terres, comment justement elles vont être polluées par les projets miniers, comment on va enlever les terres aux paysans, comment on va créer des méga-projets qui vont à l'encontre des droits des personnes et qui vont les attaquer. Et d'ailleurs, juste pour vous donner un chiffre, c'est aujourd'hui les défenseurs des droits à la terre et l'environnement sont les défenseurs les plus menacés parce que justement il n'y a pas que les États, mais il y a des groupes armés, il y a des multinationales qui sont derrière. Et l'année dernière, il y a eu plus de 190 défenseurs des droits à la terre qui ont été assassinés. Et sur ces 190, pratiquement 160 l'ont été en Amérique latine parce que c'est le continent, là aussi, où on voit le plus de défenseurs justement dans ce domaine. Et ils sont le plus menacés, notamment les peuples autochtones dont on parle depuis des années, mais avec un cas très emblématique qui est celui de Berta Cáceres. Donc on voit que leur action dérange. Parce que, justement, c'est pas uniquement... nous, ici, nous signons des pétitions, mais si nous signons des pétitions, c'est parce que nous avons les informations, nous avons des enquêteurs sur le terrain, etc. Donc, tout ça dérange. Et donc, quand on dérange, eh bien, automatiquement, il y a des menaces qui sont subies. Et ce qui a beaucoup évolué, c'est vrai que cela fait des années, et je pourrais parler, par exemple, du cas de la Colombie. Ça fait depuis des années qu'on voit comment les syndicalistes aussi sont des défenseurs des droits, puisqu'ils défendent pour beaucoup justement les droits justement à la... les droits au regard de la Convention de l'OIT, mais c'est le droit d'association, le travail digne qui lutte contre justement ce qu'on appelle aujourd'hui l'esclavage moderne, etc. Donc les syndicalistes ont été beaucoup assassinés, par exemple en Colombie. En Colombie, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de syndicalistes. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que les gens n'ont pas. Et donc, on voyait beaucoup, dans les cas de conflit, les défenseurs assassinés. Aussi beaucoup les journalistes. On voit combien on a eu le cas d'ailleurs en Europe. Alors il y a des enquêtes en cours, etc. Mais ce qui s'est passé à Malte, par exemple, pour ne citer que Malte, on voit, mais c'est le cas aussi. Il y a un cas très emblématique, c'est Anna Politkovskaya en Russie qui a été assassinée parce qu'elle enquêtait sur ce qui se passait en Tchétchénie. D'accord ? Donc il y a des cas très emblématiques. Mais il y a aussi des façons beaucoup plus insidieuses. Au-delà des menaces qu'ils peuvent recevoir, des menaces de mort, des menaces d'étrangler la famille. Moi, je pense notamment à la journaliste Brecht qui a été assassinée devant son enfant. Elle allait le conduire à l'école. Ils sont venus, elle avait été appelée plusieurs fois et il y avait son enfant dans la voiture. Elle a été assassinée de 3 balles dans sa voiture devant son enfant. C'est pour vous dire la violence qu'il peut y avoir. Mais derrière, il y a aussi aujourd'hui des formes beaucoup plus insidieuses et ça va être notamment l'utilisation du droit, d'accord ? C'est-à-dire une forme de criminalisation, d'accord, des défenseurs. Et ça peut avoir des formes très variables. Par exemple, si vous êtes en Arabie Saoudite, et on peut penser à Raif Badawi, par exemple, qui est un défenseur aujourd'hui emblématique, qui a été condamné, je ne sais pas si vous vous souvenez, à 1000 coups de bâton, 10 ans de prison. Tout ça parce que, justement, il posait la question, même pas de la laïcité, c'était un blogueur, etc., c'était sa liberté d'expression, mais il interpellait la société saoudienne. Il y a aussi les jeunes femmes. On s'est beaucoup félicité cette année, et c'est vrai que c'est une grande avancée que les femmes aient obtenu l'autorisation de conduire en Arabie Saoudite. Ce que l'on sait moins, c'est que les jeunes femmes qui ont mené ce mouvement sont aujourd'hui en prison parce qu'elles ont déstabilisé la société saoudienne. Donc c'est pour dire, il y a Amal Fetta aussi, cette jeune femme égyptienne qui aujourd'hui est en prison parce qu'elle a dénoncé le harcèlement à travers une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle a été condamnée à 2 ans de prison parce que là aussi, elle a
va menacer la société. Donc il y a plein de lois comme ça qui ont été adoptées, pas simplement des lois antiterroristes, ça il y a floraison qui sont utilisées, mais parce que ça va à l'encontre de la culture, ça peut menacer le gouvernement, ça peut aller contre l'image. Et ce qu'on voit aussi, c'est comment les multinationales, et là je reviens aux défenseurs, et puis comme ça on va pouvoir continuer derrière, mais par exemple les défenseurs des droits à la terre, alors par le passé, on les accusait d'être contre le progrès. Hein. C'est-à-dire que quand on a des peuples autochtones qui disent « Non, écoutez, là, le barrage que vous allez faire », ou alors comme dans le Dakota, avec le pipeline sur le pétrole, ce que vous êtes en train de faire, ça va passer sur les terres de nos ancêtres et ça va inonder ou ça va polluer nos sources d'eau, nos terres, on ne va plus pouvoir manger, on ne va plus pouvoir pêcher. Mais en plus, il y a les cimetières, nos lieux de culte, etc. Ça, on les accusait d'être contre le progrès. Mais aujourd'hui, on leur fait des procès. Et on leur fait des procès. Et par exemple, si vous prenez le cas du Pérou, mais vous prenez aussi Thep Vanny au Cambodge, qui, elle, défend justement des habitants que depuis des années, on cherche à expulser pour construire des villas de luxe autour d'un lac. Eh bien, on va leur faire des procès pour mauvaise occupation, parce qu'ils ont enfreint telle loi, telle loi. Et de ce fait, ce sont des personnes... Je ne parle pas, bien sûr, et je pense que Marie-Christine reviendra sûrement sur cette question, les personnes aujourd'hui qui s'occupent des migrants, des réfugiés en France et qui se retrouvent poursuivis, persécutés, assignés, qui doivent aller devant les tribunaux. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on fait ça à des défenseurs, les défenseurs... Okay, il y a des avocats célèbres, il y a un certain nombre de personnalités, mais la plus souvent, ils n'ont pas des moyens non plus énormes. Souvent, surtout quand ils se battent pour des questions à la terre, souvent quand ils se battent pour les questions de migrants, de réfugiés, eh bien, soit ils ne connaissent pas les procédures, ils n'ont pas les moyens. S'ils sont loin, ça veut dire qu'ils doivent aller à chaque fois se présenter au tribunal, trouver des avocats. Et tout le temps qu'ils vont consacrer, les ressources qu'ils vont utiliser pour se défendre, pendant ce temps-là, ils ne font pas leur activité de défenseur. Et ça, c'est un moyen que les États ont trouvé. Un autre, et ça, c'est très pernicieux parce qu'ils s'épuisent à cela. Et on pourra revenir sur d'autres cas sur ce sujet et ça, on le voit partout. Et le dernier point, aussi, comment ils trouvent à les épuiser, je disais en introduction que c'était soit individuellement, soit en association, soit en groupe. Et là, on voit de plus en plus de pays, ça a commencé avec la Russie, mais on a aussi en Égypte, on a aussi actuellement ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe y a plein de pays où ce qu'on voit, c'est que ils n'ont pas le droit de recevoir, ces associations n'ont pas le droit de recevoir de l'argent qui viendrait des pays étrangers, parce que ça pourrait être des puissances étrangères. Les Russes ont un peu lancé cela avec, on revient à cette notion d'agent de l'étranger. Et donc, en leur interdisant de recevoir de l'argent, eh bien, soit ils ne peuvent pas fonctionner parce qu'à l'intérieur de leur pays, ils n'ont pas d'argent, soit en recevant cet argent, ils risquent de se retrouver emprisonnés avec des peines très très lourdes, justement parce qu'ils deviendraient des soutiens. Et ça pose un autre problème parce que, vous voyez, c'est au-delà des assassinats, on a plein de moyens aujourd'hui qui peuvent paraître presque civilisés, d'accord, en utilisant le droit pour étouffer justement ces défenseurs. Merci. Sophie Beau, je suppose que ça fait écho chez vous ce que l'on vient d'entendre. Je rappelle que vous êtes directrice générale de SOS Méditerranée. On aura parlé de l'actualité, effectivement, de ce qui s'est passé sur l'Aquarius que vous avez dû arrêter ces jours derniers. Je rappelle que vous êtes anthropologue et que vous avez fait des études d'anthropologie et de sciences politiques. Je trouve que c'est toujours intéressant de savoir d'où l'on vient. Que vous avez évolué en Médecins sans frontières, Médecins du monde. Vous avez créé votre propre cabinet pour conseiller les entreprises associatives humanitaires, les associations qui travaillent dans ce domaine-là. Et puis que vous avez pris cette responsabilité de direction des SOS Méditerranée. On a bien là, quasiment sous nos yeux, ce qui se passe sur l'ensemble de la planète et que vous venez d'évoquer, qui est une deuxième mode d'attaque, peut-être un xème mode d'attaque des défenseurs des droits de l'homme, qui est la criminalisation de leur action, qui finalement est quasiment aussi dissuasive peut-être que la prison pour un certain nombre d'entre eux, parce que ça peut effectivement pour des années, des fois endetter des gens, les mettre dans des procédures judiciaires, bloquer un navire à quai, et c'est ce que vous avez vécu. Donc
Retour un petit peu sur SOS Méditerranée, votre engagement, l'Aquarius, et puis la situation que vous avez vécue, des oppositions insoupçonnables que vous avez eues de pays qui accordent leur pavillon à tout le monde, sauf à vous. Alors effectivement, merci. Tout d'abord, un grand merci de nous accueillir dans cette magnifique institution, parce que pour moi, ça a beaucoup de sens de parler de transmission des valeurs. C'est quelque chose de fondateur de SOS Méditerranée. Quand nous avons créé SOS Méditerranée, il y avait bien sûr sauver des vies, l'objectif principal et la raison de la création de SOS Méditerranée, c'est bien évidemment pour sauver des vies des personnes en détresse en mer, mais aussi, et depuis le début, et ce sont des bénévoles de SOS Méditerranée qui le font, cet objectif de témoigner et de transmettre, et notamment envers les jeunes, voilà, le sens de ce que nous faisons, de parler de ces valeurs fondamentales qui sont très malheureusement fort attaquées aujourd'hui et de pouvoir expliquer aussi les faits par le biais des acteurs du sauvetage, par des marins qui viennent faire des interventions en milieu scolaire, etc. Donc voilà, je voulais juste dire ça en introduction parce que pour moi ça a énormément de sens et j'admire énormément le travail qui est fait ici à cet égard auprès de la jeunesse française. Merci beaucoup pour cela. Donc effectivement, SOS Méditerranée s'est créé en 2015 et puis nous avons réussi à affréter l'Aquarius qui a démarré ses opérations de sauvetage en février 2016. Ces opérations qui ont été menées jusqu'au 4 octobre 2018, puisque depuis le 4 octobre 2018, effectivement, l'Aquarius est à quai à Marseille et j'en arrive tout juste. Je peux vous dire que c'est pas drôle de devoir se séparer de ce navire et de son équipage. Un navire qui répond parfaitement à nos besoins, que nous avons amélioré depuis 2 ans et demi progressivement pour pouvoir mener cette mission de manière la plus optimale possible et avec des équipes extrêmement engagées, y compris le personnel du navire qui est affrété auprès d'un armateur allemand et qui s'est beaucoup engagé aux côtés de nos équipes de marins sauveteurs recrutés par SOS Méditerranée. Donc ça fait vraiment beaucoup de peine aujourd'hui de devoir se séparer de ce navire qui remplit parfaitement sa mission de sauvetage, qui remplissait parfaitement cette mission de sauvetage. Alors pourquoi y avoir renoncé à ce navire? C'est évidemment la suite logique de toute cette criminalisation dont nous avons été effectivement victimes depuis quelques mois. Quelque chose qui a commencé pas forcément d'abord sur SOS Méditerranée, mais sur d'autres navires de sauvetage, début de l'année 2017, orchestré d'abord par des adeptes de ce qu'on appelle la fachosphère. Donc il y avait de la diffamation sur Internet qui était faite avec des accusations complètement infondées sur le fait que les ONG agissaient de manière un petit peu trouble, qu'on se demandait bien comment est-ce qu'ils pouvaient avoir leur argent. Monsieur Soros d'ailleurs était tout le temps visé. On se demande ce qu'il a fait, le pauvre Monsieur Soros, pour être aussi responsable de tous les maux de la Terre. Évidemment. Et il y a eu des accusations très graves qui ont été faites de collusion avec les passeurs. Collusion avec les passeurs, quand on sait que les navires de sauvetage civil qui ont été affrétés par la société civile, c'est justement pour se battre contre cela même, en fait, puisque les rescapés que nous secourons en mer Méditerranée centrale fuient l'enfer libyen. Il y a beaucoup de similitudes avec ce dont on parle dans ce lieu quand même. Ce sont des personnes qui nous disent avoir vécu l'enfer absolu dans des camps en Libye où ils sont parqués, où on leur extorque des fonds sous la torture en faisant appeler leur famille, en les obligeant à appeler leur famille pour que les fonds arrivent parce qu'eux-mêmes n'ont plus rien de toute façon à donner. On viole les femmes massivement et systématiquement, les hommes également d'ailleurs aussi très largement, et on les maltraite, on les humilie, on les prive de nourriture, on les prive de soins, on les prive d'hygiène, on les prive de tout, de dignité avant tout. Et ce sont donc ces camps de Libye que tous ces rescapés que nous avons pu secourir, ce sont 29 523 personnes pour l'Aquarius qui ont été secourues, et tous nous racontent cette même histoire. Tous nous racontent l'enfer libyen. Et donc, les ONG de sauvetage, c'est pas que SOS Méditerranée, il y a des ONG peut-être un peu moins visibles en France parce que leurs bateaux sont plus petits, elles ne sont pas européennes comme SOS Méditerranée, leur bateau est moins... il est magnifique, l'Aquarius, il est orange, il est beau, il est visible, il est tout à fait adapté à notre mission. Mais en tout cas, nous avons tous eu ce souci
sauver des vies, de nous conformer bien sûr aux principes fondamentaux déjà du droit, tout simplement. On parle de la Déclaration des droits de l'homme beaucoup ces jours-ci. L'article 3, le droit à la vie, qui est quand même le premier des droits fondamentaux, qui est aujourd'hui extrêmement mis à mal avec toutes ces attaques sur le sauvetage en mer. Le pilier de notre action, c'est le droit maritime, qui est une déclinaison finalement de ce droit fondamental, avec l'obligation d'assistance à toute personne en danger en mer. Et cette obligation d'assistance est aujourd'hui remise en cause, criminalisée. Donc on a eu des attaques qui vont commencer avec de la diffamation dans des sphères assez localisées et qui étaient d'abord très présentes en Italie. Puis petit à petit, ces attaques se sont généralisées dans des médias plus installés en Italie. Puis petit à petit, ça a gagné d'autres pays européens. Donc on voit que le phénomène s'amplifie. Et on a fait aussi les frais de véritables attaques politiques. Alors au début, on ne savait pas d'où elles venaient, mais quand on met les faits côte à côte ensuite, avec un petit peu de recul, on comprend que c'est quand même très originaire de l'Italie. Avec les épisodes de l'été où l'Italie a fermé ses ports au mois de juin, alors même que l'Aquarius avait 630 rescapés à bord, et se dirigeait d'ailleurs à la demande des autorités maritimes italiennes, avec lesquelles nous avons toujours travaillé. Donc nous étions en direction de la Sicile, nous remontions vers le nord à la demande du centre de secours de Rome, quand à ce moment-là, M. Salvini a tweeté que les ports italiens désormais sont fermés à l'Aquarius avant tout et à toutes les autres ONG de sauvetage. Donc remise en cause énorme du droit maritime par voie de tweet. Ça pose quand même question sur l'état de droit. Ce qui s'en est suivi, donc c'est une odyssée forcée de l'Aquarius, vous l'avez certainement remarqué dans les médias cet été, jusqu'à Valence, puis des attaques politiques avec des pavillonnements par 2 États consécutifs. C'est du jamais vu dans l'histoire maritime. Ça n'a jamais existé. Voilà, donc à 1 mois d'intervalle, nous avons perdu le pavillon de Gibraltar, qui était celui de l'Aquarius, puis nous avons pu repavillonner rapidement avec l'armateur de l'Aquarius, avait déjà un autre bateau qui était immatriculé au Panama, qui est la première flotte mondiale. Nous avons pu donc immatriculer à nouveau l'Aquarius de manière temporaire en mer, puis finir avec toutes les certifications à terre en revenant au port de Marseille, repartir, et là, à nouveau sauvetage, nous sommes en pleine mer, et le Panama fait un communiqué de presse, et nous apprenons que le Panama nous dépavillonne, et il écrit, le Panama, dans ce communiqué de presse, que c'est suite à des pressions de l'Italie. Suite à des pressions de l'Italie, c'est écrit comme ça. Ça, il l'écrit, et ils nous disent, ça c'est du téléphone après, derrière, ils nous disent que l'Italie a menacé à nouveau de fermer ses ports à la flotte panaméenne, c'est-à-dire la première flotte mondiale. Mais qui est géante, oui. Voilà, la première flotte mondiale, si le Panama gardait l'Aquarius sur ses registres. Et donc le Panama nous dépavillonne. Deuxième épisode. Et ensuite, nous avons, il y a quelques semaines, un nouvel épisode, alors là vraiment encore complètement inattendu, judiciaire cette fois-ci. Et là, je fais une incise, toutes les autres ONG de sauvetage avaient déjà fait les frais d'attaques judiciaires très lourdes, qui avaient mené pour certaines à des saisies de bateaux. Et donc, nous apprenons que le procureur de Catane attaque notre partenaire médical à bord, qui est Médecins sans frontières, pour avoir mal trié les déchets de l'Aquarius, parmi lesquels il y a des vêtements de migrants. C'est bien plus nauséabond que cela, malheureusement. Parmi lesquels il y a notamment des vêtements de migrants et des restes alimentaires des repas des migrants à bord. Et donc, il y a une accusation de risque non seulement infectieux, mais c'est même présenté avec le mot toxique pour l'Italie, puisque nous avons débarqué nos déchets à de nombreuses reprises dans des ports italiens sans faire un tri approprié de ces déchets. Et avec aussi une intention de... Ils sont allés chercher très loin quand même, là. C'était assez fort, ce qui veut dire quand même que sur les autres plans, ils n'ont rien trouvé, hein, effectivement. Mais sachant que l'Aquarius a toujours travaillé en totale conformité avec le droit maritime, le droit des réfugiés, et en coordination totale avec les gardes-côtes italiens, donc le centre de secours de Rome, qui jusqu'au mois de juin avait toujours coordonné les sauvetages sur cette zone. Voilà. Donc effectivement, un exemple malheureux de criminalisation qui nous amène à quoi? Alors on reste déterminé, bien évidemment, mais avec des risques de saisie du bateau Aquarius, puisque c'est la conclusion du procureur de Catane. Il y a une demande de mise sous séquestre de l'Aquarius,
bien évidemment, quand bien même nous retrouvions un pavillon, en repartant en mer, nous avions l'assurance de nous faire saisir ce bateau avec des risques énormes à la fois pour nos équipes. Et là, j'en réfère aussi à la situation dans les eaux de la Méditerranée centrale, dans les eaux internationales, avec des gardes-côtes libyens qui ont été légitimés petit à petit par l'Italie et l'Union européenne qui soutient massivement cette politique pour intercepter les embarcations de migrants et qui a des épisodes très tendus avec les bateaux d'ONG. Nous-mêmes, nous en avons fait les frais à plusieurs reprises, et donc des risques majeurs pour la sécurité de nos équipes et la sécurité tout court des opérations. Donc nous avons dû décider la semaine dernière de mettre fin au contrat d'affrètement de l'Aquarius. Évidemment, on ne s'en arrête pas là. Évidemment, on met toute notre énergie sur la recherche d'un autre bateau, mais combien de temps perdu? Je veux dire, ce bateau est parfaitement équipé, j'en arrive, là on est en train de démobiliser le bateau, mais quel gâchis, vraiment. Et tout cela au prix de milliers de vies humaines. C'est ça qui est vraiment... Surtout ça qui est dangereux, tout à fait. Qui est vraiment scandalisant. Moi, scandaleux, je suis absolument époustouflée par autant de cynisme et qui ne fait pas bouger grand monde finalement. Merci Sophie Beau. J'ai tout d'ailleurs oublié de donner la parole à Muriel Mouret. Donc avant de donner la parole à notre député, je vais demander à Muriel de bien vouloir me rejoindre, excusez-moi Muriel Mouret, pour nous dire pourquoi effectivement la représentation du Parlement européen à Marseille a décidé d'organiser ce débat et on a senti qu'il débattait de choses qui ne sont pas anodines. Excusez-moi Muriel. Pas de souci. L'objet, c'est quand même de remettre dans le contexte du prix Sakharov. J'ai dit quelques mots tout à l'heure quand nous étions au vernissage de l'exposition. Donc le prix Sakharov a été créé il y a 30 ans. Nous célébrons donc les 30 ans cette année. C'est le prix pour la liberté de l'esprit, donc un prix des droits de l'homme ou des droits humains selon l'organisme par lequel on parle. Donc le but, c'est de mettre en valeur des personnes ou associations qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la lutte à la fois pour les droits de l'homme dans le monde et attirer l'attention sur ces violations. Donc le mercredi, hier, le prix a été symboliquement, je dis symboliquement, remis à Oleg Sentsov parce que il est toujours détenu. Donc c'est un réalisateur ukrainien qui est toujours emprisonné en Sibérie. Et quand on parlait de judiciarisation, il purge une peine de 20 ans pour préparation d'attentats terroristes contre le pouvoir russe en place en Crimée. Donc c'est sa cousine et son avocat qui sont venus au Parlement européen pour prendre son prix. Et dans les autres lauréats, il y avait notamment 10 ONG qui sauvent les migrants en mer Méditerranée, dont SOS Méditerranée. À noter, si vous avez entendu cette semaine aussi, que le prix Nobel 2018 a été décerné à Denis Mukwege et qu'il avait eu le prix Sakharov, donc décerné par le Parlement européen en 2014. Et ce sont au total 5 lauréats du prix Sakharov qui, plus tard, ont eu le prix Nobel, comme c'est le cas cette année. 2 mots aussi sur le bureau donc, du Parlement européen à Marseille. Notre rôle est de faire connaître le rôle du Parlement européen et le travail de ses députés. Vous avez vu dans la documentation qui vous a été remise, donc il y a des élections le 26 mai 2019. Nous vous invitons à lire cette documentation, à vous rendre sur le site, cette fois je vote.eu pour avoir plus d'informations. Et bien sûr, des collègues et moi, nous sommes là aussi ce soir pour vous orienter. Donc je vous laisse reprendre le débat. Et merci à Madame Vergiat d'être venue comme aux autres orateurs, malgré des circonstances difficiles.
Et oui, Marie-Christine Vergiat, vous arrivez de Strasbourg et on se doute que c'était pas forcément évident de descendre jusqu'à Marseille aujourd'hui. Vous êtes donc députée européenne, vous êtes élue dans notre circonscription du Sud-Est. Bon, personne ne sait à quoi elle ressemble, mais enfin c'est quand même la circonscription du Sud-Est. Donc vous êtes notre députée, vous êtes membre de la sous-commission des droits de l'homme, vous êtes juriste de formation, donc il y a des choses qui devaient faire écho chez vous. Vous avez étudié l'histoire du droit. Vous avez eu une carrière qui, à la fois dans le monde associatif et dans le monde politique, avec des responsabilités importante, et vous étiez sur la liste du Front de gauche aux dernières élections européennes. Vous avez entendu ces témoignages poignants d'acteurs de terrain. Vu du Parlement européen, comment est-ce que l'on peut agir sur ces questions? Je sais que vous avez sorti et vous avez publié un texte très important sur l'Aquarius. Vous êtes au fait de ce qui s'est passé. Comment la députée européenne peut regarder ces acteurs de terrain, ces actions qui se passe sur le territoire, avec effectivement des fois plus d'intelligence des adversaires aujourd'hui qu'hier encore dans leur façon de combattre les militants des droits de l'homme? Alors d'abord, je suis députée européenne depuis 2009. La circonscription Sud-Est, c'est simple, c'est la région Rhône-Alpes, la région PACA et la Corse. C'est les dernières fois, puisqu'à partir de mai prochain, on aura de nouveau une circonscription nationale. Donc il n'y aura plus de députés du Sud-Est et personne ne se demandera qu'est-ce que c'est que le Sud-Est. Alors oui, la semaine a été un peu compliquée à Strasbourg cette semaine. Et oui, à chaque attentat terroriste, on se repose les mêmes questions, avec la particularité cette semaine que nous votions un rapport sur la lutte contre le terrorisme le lendemain même de l'attentat. Et donc ça prenait une connotation un peu particulière, y compris dans la nécessité de prendre ses distances sur ces questions-là, qui sont lourdes d'enjeux en termes de droits de l'homme également. Donc je ne sais pas si je suis représentative de l'ensemble du Parlement européen. Non, je ne vais pas parler au nom de mon groupe en la matière, mais je vais plutôt parler de ceux qui mènent le combat à l'intérieur du Parlement européen pour les droits de l'homme. Je crois que ça sera plus correct. Et pourquoi moi j'ai plus de prise de distance? Parce que j'ai 35 ans de militantisme pour les droits de l'homme derrière moi, et que j'ai toujours dit que dans mon combat au Parlement européen, je continuais à mener les mêmes combats, avec d'autres formes et avec d'autres moyens. Donc le Parlement européen, je crois que c'est reconnu d'ailleurs par nombre d'institutions, d'organisations, mène depuis très longtemps ce combat pour les droits de l'homme, pour la reconnaissance des droits de l'homme et la protection des défenseurs des droits de l'homme un peu partout dans le monde. Le prix Sakharov en est une illustration parmi d'autres, oserais-je dire. Et si vous regardez la liste des prix Sakharov décernés par le Parlement européen, vous verrez qu'il y a une très grande diversité, à la fois des militants qui ont été reconnus par cela et par les continents représentés, puisque nous avons pu attribuer le prix à des personnes très, très diversifiées. Alors, c'est d'ailleurs sous l'impulsion du Parlement européen que chaque année maintenant il y a un rapport annuel de l'Union européenne sur ces questions-là, et qu'il y a une décision du Conseil qui a été prise en 2004, si ma mémoire est bonne, dans la prolongation de la décision du rapport de l'ONU sur la question des défenseurs des droits de l'homme. Et nous avons dans l'Union européenne, là aussi sous l'impulsion du Parlement européen, un instrument européen de défense des défenseurs des droits de l'homme, de la démocratie et des défenseurs des droits de l'homme, qui vise à assurer la protection, y compris en termes d'urgence, par rapport à un certain nombre de défenseurs des droits de l'homme. Je vais mettre un bémol à tout ça.
parce que je regrette, moi, que ces décisions ne puissent pas faire l'objet systématiquement d'un très large consensus. Je pense que quand le Parlement européen se divise sur la question de l'attribution du prix Sakharov, quelque part, nous régressons par rapport à ça, parce que la défense des droits de l'homme n'est pas quelque chose qui devrait être politisé. Et je me félicite de la façon dont les choses se sont passées cette année, parce que je pense qu'on a respecté la décision de la majorité, et tout le monde a cherché à honorer les 3 finalistes du prix Sakharov cette année, donc les ONG qui se battent en Méditerranée pour le respect des droits des migrants. Nasser Sefzafi, que j'ai moi-même présenté, donc qui a été accepté dans la liste des finalistes, qui est représentant du mouvement qui se déroule actuellement dans le Rif au Maroc, et qui représente un aspect auquel moi je tiens très profondément pour la défense des droits de l'homme, c'est la défense des droits sociaux. Les droits de l'homme, c'est les droits civils et politiques, mais c'est aussi la défense des droits économiques et sociaux. Et Geneviève parlait des syndicalistes en Colombie à tout à fait juste titre, parce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'opposition entre les avocats d'un côté et les gens qui étaient défendus aujourd'hui, le terme de défenseur des droits de l'homme, je crois, est reconnu dans un sens beaucoup plus large qu'il ne l'a été, alors y compris parce qu'on peut avoir un prisme français, puisque la première grande organisation de défense des droits de l'homme créée au monde, c'est la Ligue des droits de l'homme, qui a été créée au moment de l'affaire Dreyfus, dans un contexte très, très particulier, justement majoritairement par des avocats au moment du J'accuse d'Émile Zola, donc avec un prisme très particulier. Aujourd'hui, on a une beaucoup plus grande un périmètre beaucoup plus large sur les défenseurs des droits de l'homme, et je crois que c'est quelque chose de fondamental. Je lisais ou relisais plus exactement la déclaration de l'ONU du du rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme, et de ce point de vue, je trouve que c'est assez intéressant. D'abord, il dit un certain nombre de choses qu'a déjà dit Geneviève, donc je ne vais pas redire, sur le fait que oui, la question de l'accaparement des terres et de tout ce qui tourne autour de l'accaparement des terres et de la défense des terres et des droits des peuples indigènes est aujourd'hui une question fondamentale. Mais j'ai trouvé très intéressant, en relisant ce rapport, que ce rapport commence par la criminalisation et la question de la criminalisation des organisations qui se battent pour les personnes en déplacement, comme dit le défenseur, pour éviter la catégorisation entre les uns et les autres, parce que cette question de la criminalisation est aujourd'hui effectivement une question majeure que nous avons repris au Parlement européen dans le dernier rapport que nous venons de voter en la matière. Donc le Parlement européen essaye de jouer son rôle. Et malheureusement, cette histoire de poids de mesure, pour moi, est quelque chose qu'on ressent de plus en plus, y compris à l'intérieur des débats au Parlement européen. Et je regrette ça profondément, y compris pour voir l'évolution du discours sur la question des droits des migrants, la défense des ONG, qui n'a rien à voir avec celle qu'on avait il y a 2-3 ans encore. Mais là, aujourd'hui, on a une pression qui fait qu'on entend un discours de plus en plus important sur la question effectivement du trouble finalement qu'il y a autour de ces ONG qui défendent les droits des migrants, les liens qu'elles auraient prétendument ça remonte jusqu'au Parlement européen, cette façon à la fois de diffamer et puis de mettre des menaces juridiques quelque part, et on sait que ces menaces juridiques sont redoutables parce qu'elles peuvent inquiéter les personnes individuellement qui vont se retrouver toutes seules avec des fois des procès, des créances, elles peuvent impacter des actions collectives, et ça devient une arme. Le droit, finalement, au départ, était une arme plutôt des défenseurs des droits de l'homme, et on s'aperçoit qu'ils ont très bien compris la leçon, quelque part, les adversaires, et qu'ils la retournent maintenant contre les défenseurs des droits de l'homme. Je dirais pas forcément ça comme ça. Je dirais que oui, c'est une arme.
Oui, il y a de plus en plus d'États, d'organisations et d'entreprises qui s'en prennent aux défenseurs des droits de l'homme, mais en même temps, je crois que c'est aussi une force quelque part, parce que ça fait lever un certain nombre d'autres gens derrière pour aller défendre les défenseurs. Et on ne parlait pas des défenseurs des droits de l'homme il y a quelques années comme on en parle aujourd'hui. Ni avec ce spectre large, mais ni même en tant que défenseur. On parlait des droits de l'homme. Et on parlait assez peu des gens qui étaient derrière, finalement, ces droits qui restent enfin, pour moi, un des fondements de la démocratie, de l'état de droit, et qui malheureusement sont bafoués, y compris à l'intérieur de l'Union européenne. Je vais donner un autre exemple. Vous disiez tout à l'heure les limites des déclarations de l'ONU. Moi, j'ai été tétanisée par le débat qui s'est instauré autour de la fameuse déclaration de Marrakech. Vous reveniez de Marrakech, mais au moment où vous étiez, il y avait la signature d'une déclaration de l'ONU sur ce thème, sur un pacte pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Donc on est vraiment assez loin du droit à la migration débridé que certains ont osé nous décrire. Mais la façon dont les gens ont été timides par rapport à ça, la façon dont un certain nombre d'États de l'Union européenne ont, au-delà même de la Hongrie, soit la Pologne soit en première ligne, malheureusement on commence à être habitués, mais il y a quand même près de 10 États européens qui ont refusé de signer ce texte-là. Donc c'est d'un point de vue de ce que représentait le combat de l'Union européenne, des institutions européennes, du Parlement européen par rapport à ces questions, quelque chose qui pour moi est régressif. Et puis dans ce que vous dites, de ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est toujours au nom du droit, le droit de sauver en mer, effectivement, le droit à la terre, le droit, etc. Il y a toujours une composante quelque part et un appui juridique qui permet d'y aller, et ceux d'en face, effectivement, veulent utiliser à leur tour un droit qui diffame, qui assomme ou qui bloque à terre un bateau comme l'Aquarius. Vous avez envie de réagir, Sophie Beau, là-dessus ? Et puis après, vous avez la parole, vous pourrez préparer vos questions. Vous êtes tous dans le noir, j'espère qu'on va pouvoir vous voir un petit peu mieux, mais le micro va circuler et vous avez le droit d'intervenir, bien sûr. Dans le cas de l'Aquarius, je suis pas si sûre que les attaques sont dans le camp du droit, très honnêtement. Oui. Vraiment, là, on est vraiment dans le cas des attaques très politiques, très manipulées, très instrumentalisées. Mais c'est quand même très inquiétant malgré tout, parce que comment en arriver aujourd'hui à une politisation extrême à ce point-là, négative, du droit à la vie ? Mais moi, ça me fascine de voir ça. Tout à fait. Jusqu'où on essaye de nous mettre, dans quelle position on essaye de nous mettre, et dans quelle position, enfin, il y a une tentative de récupération politique permanente de SOS Méditerranée. Alors, beaucoup de tentatives de récupération politique permanente de SOS Méditerranée depuis sa création, et je peux vous dire qu'on est très vigilants sur ce point, parce que nous sommes des marins et des humanitaires. Nous sommes des marins et des humanitaires, et il y a un droit à sauver des vies qui est remis en cause aujourd'hui. Mais il n'y a pas de politisation du droit à sauver. C'est quand même, fondamentalement, un droit qu'il faut défendre. Et moi, ce qui me rassure, c'est quand même le sursaut de la société civile qui réagit par rapport à ces attaques. Et qui vous a soutenu. Et qui nous a soutenus. Geneviève Garrigos. Oui, parce que tout à l'heure, justement, quand vous avez commencé, vous avez parlé des opposants politiques. Et hier, c'était plutôt les opposants politiques. Aujourd'hui, c'est plus les défenseurs des droits. En fait, il y a un point intéressant. Et pour moi, il y a eu un point de bascule au moment de la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. En fait, les politiques sont perçus comme des personnes qui ont des intérêts et qui ont des idéologies, qui ont des agendas masqués, etc. Ce qui fait la force du défenseur, et justement c'est basé sur le droit, c'est-à-dire que, je ne vais pas dire que c'est une Bible, c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que c'est basé sur la question de la dignité et de l'accès à la justice. Et donc, on sort justement, toute la question c'est de sortir d'une polarisation qui pourrait être idéologique ou politique, pour être vraiment sur le droit des personnes, comment on respecte leur dignité, comment ils ont accès à la justice.
Et tout ce qui est fait en termes de harcèlement, tout ce qui est fait en termes de diffamation, etc., c'est pour recréer justement cette question de polarisation qui pourrait être politique, de remettre des intérêts, etc. Parce que tout de suite, et on le voit aujourd'hui, les personnes, dès qu'on met du politique quelque part, se mettent un peu en retrait, elles ont un peu peur de cela, alors que justement le défenseur, par essence, va être, je ne vais pas dire qu'il va être sympathique, mais il a quelque chose, il défend un droit. Il y a un deuxième aspect, et juste, je voudrais faire un commentaire par rapport à ce qu'a dit M. Kouchner. Je trouve ça très intéressant comme commentaire et je suis totalement en opposition à ce qu'il dit. Vous savez, si aujourd'hui on assassine autant de femmes, ce qu'on appelle les féminicides, c'est parce que les femmes sont visibles, elles se battent et elles sortent dans la rue. Si aujourd'hui on attaque autant les droits humains, c'est parce que les droits humains sont en train de gagner. Et il y a une chose qui est pour moi majeure. Pendant, je dirais justement pendant toute la période de la guerre froide, au sud, c'était des opposants politiques. Au nord, on avait les organisations, justement comme Amnesty, la Ligue, la FIDH et d'autres, qui défendaient les droits. D'accord ? Et les défenseurs, ils étaient plutôt de ce côté-là et on défendait plutôt des opposants politiques. Ce qui a changé, c'est que les défenseurs aujourd'hui, ils sont dans les pays. Et c'est eux qui sont les acteurs de changement. Et ils ne le sont pas sur une vision politique, sur des idéologies, ils le sont sur le respect du droit et de l'accès à la dignité. Et ils sont sur les droits économiques, sociaux et culturels, sur les droits civils et politiques, sur les droits sexuels et reproductifs des femmes, sur les non-discriminations à l'égard des minorités, des populations LGBT. Et ça dérange. Ça dérange profondément parce que c'est finalement comme si on s'attaquait à un dernier précaré des pays du Nord. Aujourd'hui, et c'est pour ça que nos organisations les soutiennent autant, c'est que les changements pourront venir de la connaissance des droits par les populations, de leur respect par eux-mêmes et de la mobilisation et de la création de leur propre société civile. Et ça dérange beaucoup de personnes. Merci. On va prendre des questions. Je vous donne la parole. Allez-y. Mais préparez vos questions. Je ne vois pas de main qui se lève jusqu'à maintenant. Et voilà. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Geneviève. Et je crois que c'est, même s'il peut y avoir des évolutions politiques diversifiées, si on regarde bien la criminalisation dans la plupart des pays hors Union européenne, je dirais hors Europe, ne se font pas sur des bases politiques, sur des bases d'enfermement des opposants. C'est de plus en plus au nom du terrorisme, au nom de la lutte contre la toxicomanie, au nom des atteintes à l'État. Il y a toute une série d'argumentations et ce sont rarement, enfin de plus en plus rarement, plus exactement, des opposants politiques directs. Et je le vois parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, tous les mois nous défendons en plénière des urgences pour les droits de l'homme et nous voyons très bien que les pays que nous inscrivons à l'ordre du jour sont très divers politiquement. Et moi je m'en félicite de ça parce que ça montre effectivement qu'il y a une diffusion partout de cette culture. Et pourquoi ? Parce qu'aucun pays n'ose dire aujourd'hui, pas même chez nous d'ailleurs, directement, qu'ils sont contre la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'ils sont contre les pactes de New York sur les droits civils et politiques et sur la plupart des pays aujourd'hui les ont ratifiés. Donc il faut les mettre en contradiction et c'est ce que font les gens sur place, c'est de les mettre en contradiction. Alors ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance, mais je crois qu'effectivement non, mais au contraire, le rapport de force, il est pas toujours favorable. Mais en même temps, moi je dis, quand on voit la façon, moi j'ai beaucoup de respect, et je crois que Geneviève, on partage cette question pour les gens qui se battent en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est, qui risquent leur vie tous les jours, et qui continuent, qui viennent même témoigner au Parlement européen, et maintenant, on utilise le fait qu'ils viennent témoigner au Parlement européen pour, quand ils reviennent, leur faire des procès. Donc je crois qu'il y a vraiment des choses qui bougent. Alors oui, le rapport de force est difficile, y compris parce que... Mais on le pointe en même temps de plus en plus. Le pointe, des entreprises multinationales sont derrière ces questions-là. Et il y a des questions de corruption entre ces entreprises multinationales et les gouvernements concernés. C'est pour ça que beaucoup de ces gens sont assassinés sans qu'il y ait véritablement procès. Mais on le dit de plus en plus, ça se
sait de plus en plus. Et c'est aussi un des côtés positifs, si je puis dire, d'Internet, de la mondialisation, de la diffusion de l'information. Il y a des choses qui ne peuvent plus être tues. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que je suis optimiste sur toute la ligne. Vous savez très bien que pas toujours. Il vaut mieux. Merci. Alors, c'est à vous. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Vous êtes dans le noir et le silence. Le temps que vous ayez votre question, je vous rappelle aussi... Ceux qui ne parlent pas sont sommés de faire un chèque pour l'Aquarius ou Amnesty. En attendant la première question, je vous rappelle aussi que dans vos documents, vous avez une feuille jaune pour évaluer la soirée, donc ça nous aide si vous la remplissez. Maintenant, le premier volontaire, c'est la première question, comme à l'école, qui est la plus difficile. Tout a l'air très clair. Moi, je voudrais revenir vers Sophie Beau sur quelque chose qui me semble intéressant, sur l'évolution, quelque part, dans ce que vous avez dit, du combat des défenseurs des droits de l'homme. Vous dites, nous sommes des marins, nous sauvons des vies. Et quelque part, ce que je lis derrière, on n'est pas chargé d'écrire une politique migratoire. Parce que, vous m'avez dit tout à l'heure, si on faisait ça entre nous, on serait peut-être pas d'accord. Donc ça veut dire que ce combat très pointu, qui pourrait paraître neutre quelque part, vous faites que sauver des gens, vous les amenez quelque part, même pas en Italie s'ils ne veulent pas, etc. Et finalement, il est la cible. C'est-à-dire que, quelque part, en étant sur ce combat qui semble formulé de façon simple, il est compliqué à mener, mais formulé de façon simple, il devient quelque chose d'extrêmement difficile à supporter pour des régimes qui sont hostiles à la migration ou hostiles aux droits de l'homme. Oui, absolument. Donc je disais tout à l'heure, on essaye de politiser notre action. Nous ne sommes pas une organisation militante politique. Nous sommes une organisation qui se définit et qui a une action. Je pense qu'on l'a démontré quand même en faisant le sauvetage de 29 523 personnes, qui est une action de sauvetage en mer. Et le sauvetage en mer répond tout simplement au droit maritime. Mais au-delà du droit, moi j'aimerais aussi aller un tout petit peu au-delà. Nous nous référons beaucoup au droit parce que nous avions bien à l'idée qu'en soulignant comme cela la défaillance des États, quand nous avons démarré notre action de sauvetage européenne citoyenne, nous allions bien sûr rencontrer quelques petites oppositions et difficultés, c'était évident. Mais au-delà du droit, c'est quand même, et là moi ça m'inquiète, au-delà du droit, c'est aussi les valeurs fondamentales, la morale, mais qui entend-on aujourd'hui? La morale élémentaire. La morale élémentaire, le respect de la vie humaine. Qui entend-on aujourd'hui? Très peu de gens, moi je trouve, dans le débat public. J'écoute beaucoup ce débat-là. Nos intellectuels. Oui, on entend le pape, c'est vrai. Il a beaucoup parlé de cela. Mais il est très isolé quand même, je tiens à le dire. Surtout en Italie, oui. Bah, pas que en Italie. Et le Vatican ne nous a pas donné de pavillon, par ailleurs. Donc, mais quand même, c'est vrai, je trouve que cette question des valeurs fondamentales et de la morale basique, je ne sais pas, pour moi, sauver une vie, c'est pas seulement une obligation légale, c'en est une, bien sûr, c'est aussi une obligation morale. Et ça devient très, très inquiétant quand nos sociétés commencent à se poser cette question ou à la mettre en doute. Là, vraiment, je trouve ça très grave et très inquiétant. Alors, ce qui me rassure, c'est les innombrables initiatives de la société civile en soutien à ce qui devient un combat. Ça ne va pas être un combat d'aller sauver des gens, quand même. Mais quand même, c'est très inquiétant, je trouve. Ces tendances, c'est pas seulement le droit, c'est aussi les valeurs fondamentales que je trouve très attaquées aujourd'hui. Et j'en appelle aux penseurs, aux intellectuels à se mobiliser parce qu'il faut faire quelque chose. Vous présentez, vous posez votre question. Vous témoignez si vous le souhaitez. Oui, Isabelle Zuida de Salon de Provence. Je voudrais souligner quand même la responsabilité des médias. Alors, je prends l'exemple de l'Aquarius, justement. L'Aquarius, disons que la grande masse n'en avait jamais entendu parler jusqu'à ce qu'il y ait ce problème des frontières, de Salvini qui a fermé l'accueil dans les ports italiens, alors que les migrants étaient sauvés dans les eaux territoriales italiennes. À partir de là, ça a été le branle-bas de combat dans les médias, qui mieux. Mais tant que l'Aquarius sauvait des vies depuis 2015, les médias ne s'étaient pas du tout emparés de ça.
Et je remarque aussi que le débat public n'existe plus. Hein. Vous parliez donc de la responsabilité des intellectuels et des grands penseurs. Mais je vois par exemple à la télé, il n'y a plus de grands débats. On ne sait plus ce que les responsables pensent. On ne fait que parler des petites phrases qui sont sorties de leur contexte et qui font polémique. Mais voilà, donc il y a quand même une très très grande responsabilité des médias, je pense. Ou une complicité, je ne sais pas. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Non? Si, allez-y. Non, mais ça fait rien, allez-y. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. Non, je viens d'apprendre que le tueur de Strasbourg vient d'être abattu par la police. Merci. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Merci. Je voudrais revenir sur... J'ai une question, peut-être. Je voudrais revenir sur les médias. Bon, comment? Je ne suis pas sûre d'avoir entendu ce que vous avez dit en réaction. Moi, je vais faire une réaction de défenseuse des droits de l'homme par rapport à ça. Je pense que chaque fois qu'on abat un de ces tueurs, sans faire de procès, on perd quelque chose. On perd quelque chose. Hein, et on rétablit d'une certaine façon, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais on rétablit sans le dire la peine de mort. Moi, je suis une adversaire viscérale de la peine de mort, et je pense que quand on abat ces gens, on est en France un des pays qui abattent le plus les terroristes en plus, alors que dans d'autres pays on a des procès. Je pense qu'il y a un vrai problème en termes de droits de l'homme. Je voudrais reprendre sur le rôle des médias, mais cette fois par rapport à notre sujet sur les défenseurs des droits de l'homme, et m'adresser à Sophie Beau. L'Aquarius, l'équipe de l'Aquarius a fait un effort de communication incommensurable avec des images, du tournage, de la présence sur les réseaux sociaux, des appels aux personnalités, etc. Comment vous pouvez aujourd'hui parler du relais média que vous avez et de l'écho que vous avez dans les médias? Vous n'avez pas été neutre, là, vous y êtes allé à fond. Hein. Alors, c'est allié avec notre mission de témoignage hein, depuis le début. Donc, sauver, protéger, témoigner. Ce sont nos 3 missions. Témoigner. Hein, sauver, protéger, témoigner. Protéger, c'est très important aussi. On ne débarque pas les gens comme ça. Et témoigner. Témoigner, donc, pour nous, ça sous-entendait pouvoir inviter à bord des journalistes. Il y a, je crois, près de 200 journalistes qui sont passés à bord. 200 Près de 200, 170 ou quelque chose comme ça, de tous les pays, vraiment, enfin voilà. Caméra, mais peu, relativement, en fait. Radio, presse papier, voilà, essentiellement. Et cela fait partie de notre mission, parce que ce que nous pensions en démarrant cette action, c'est que la situation en mer Méditerranée centrale était très peu connue. Encore moins la situation en Libye. Nous avons passé beaucoup de temps au début de la mission de SOS Méditerranée à essayer de faire entendre ces témoignages sur la Libye. Je sais que Amnesty a fait beaucoup de travail aussi sur ces questions-là. Mais très honnêtement, la situation en Libye n'était pas connue, pas du tout connue. Et je dirais que l'électrochoc qui est venu avec le reportage de CNN sur le marché aux esclaves en novembre 2017, c'est récent. C'est très 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 récent, alors que cette situation perdure depuis des années en Libye. Donc beaucoup de difficultés, je dirais, à être audible finalement, et pour répondre à la question, à être audible sur le fond du problème. Alors effectivement, et moi je suis la première évidemment à rendre hommage à l'action des marins sauveteurs, mais ça c'était bien mis en valeur, c'était le côté héroïque de l'action de sauvetage qui était bien mis en valeur. De mon point de vue, dans très peu de reportages, on touche le fond. On donne la parole vraiment aux rescapés. Il y en a un, il y a des très bons... il y a un documentaire que je trouve excellent sur Combini, 12 minutes, pour moi c'est le meilleur, qui donne vraiment la parole aux rescapés, Boza ça s'appelle, et qui est vraiment éclairant sur la complexité de ce problème. Mais c'est très difficile en fait de faire entendre ces problèmes de fond, cette complexité, et très souvent on était même prisonnier de notre propre image de sauveteur finalement.
Voilà, et ce que je regrette, parce que c'est évidemment pas du tout le but de diffuser cette image un peu héroïque. Il y a eu un reportage qui par ailleurs était intéressant, mais d'Envoyé spécial qui était diffusé juste avant Noël 2017, qui était vraiment la version, alors c'était dans la soirée consacrée à ces héros, il y avait Thomas Pesquet, il y avait François Gabard, et puis il y avait les marins sauveteurs de l'Aquarius. Mais non, le problème n'est pas de l'héroïsme, le problème est un problème de fond. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont encore piégées en Libye. On les estime entre 600 à 700 000 personnes qui sont piégées dans ces camps, qui n'arrivent pas à en sortir, qui mettent leur vie en jeu en mer Méditerranée centrale. Et aujourd'hui, comme hier, ça continue. Et ça, c'est pas un sujet qui est très audible encore malgré tout, et malgré les images de l'Aquarius en Odyssée vers Valence. Alors là, effectivement, on a été accueillis par un parterre. Il y avait entre 600 et 700 journalistes accrédités à Valence. Pour voir quoi. Oui, mais... Juste une question encore pour continuer sur ce sujet-là, parce que Sophie Beau, parce que si vous aviez décidé de le faire en catimini, est-ce que ça n'aurait pas été plus efficace? Je sais que c'était un débat à la création de MSF, Médecins du Monde, de dire finalement peut-être que la Croix-Rouge est plus efficace parce qu'elle ne parle jamais que ces French doctors qui racontent tout et disent du mal du pays dans lequel ils interviennent. Alors là, clairement non. Ça n'aurait pas été plus efficace parce que nous ne serions même pas encore, je ne serais même pas en train de vous parler aujourd'hui. Quand nous avons démarré les opérations de l'Aquarius, nous avions 2 semaines de trésorerie en caisse. L'Aquarius, c'est vraiment complètement un projet porté par les citoyens européens. Cette année, ça va être à peu près du 99% de dons privés, notre budget total. Et ça coûte 11 000 € par jour, les actions de l'Aquarius. Incroyable. Bon. Et donc, non, vraiment, ce n'était absolument pas possible. Dans une période où les dons baissent. Hein. Ce n'était pas possible, ni en termes de pérennité du projet, ni en termes de compréhension de ce problème, parce que les citoyens ne sont pas informés de ces questions. En Italie, oui. En France, en Allemagne, pas du tout. Nous avons créé, c'est une association européenne à l'origine franco-allemande, SOS Méditerranée, mais honnêtement, qui connaissait ce sujet en France et en Allemagne avant qu'on démarre cette opération ? C'était pas. Alors, il y a eu d'autres ONG qui se sont créées. Geneviève Garrigos. Non. En même temps, je regrette. Je suis désolée et je suis la première à critiquer les ONG qui n'ont pas intervenu, qui ne sont pas intervenus. Et on pourrait en parler avec M. Kouchner en Méditerranée centrale jusqu'en 2015. C'est scandaleux. Parce que ce problème était connu des humanitaires et des politiques depuis le début des années 2000. Et il n'y a pas que les États qui ont été défaillants. Il y a eu beaucoup de monde qui a été défaillant, y compris les humanitaires. Et je suis la première à regarder ce qu'on n'a pas fait aussi. Ce que je voulais dire, c'est que la situation des naufrages en Méditerranée, quand même, elle était connue depuis 2015, quand il y a eu les grands naufrages et quand on a vu, je veux dire, quand il y a eu le grand naufrage à Lampedusa avec plusieurs centaines de personnes, c'était sur toutes les chaînes de télé. Oui. À partir de là, régulièrement, il y avait les naufrages, régulièrement, on a vu Mare Nostrum, on a vu tout ça. Donc tout ça, c'était... Oui, c'est le même moment. Oui. C'est la création... C'est 2013, c'est octobre. Je connais oui, par cœur les dates, je peux vous dire. Oui, 2013. Non, mais en fait, il y a eu. Mais tout ça, ce que je veux dire, c'est que ça a été dans les médias. C'est-à-dire que les naufrages, voilà, les naufrages, l'opération de Mare Nostrum, tout ça, ça a été dans les médias. Il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits, ça a été dans les journaux, etc. La question, je ne parle pas de les unes avec les autres, etc. Mais la question de l'Aquarius, il y a quand même eu un journaliste du Monde, je me souviens à un moment, une femme d'ailleurs, je crois, qui était embarquée et qui tous les jours faisait des papiers, etc. Donc, il y a eu des choses. La question qui se pose aussi, et je m'excuse de la poser comme ça, c'est comment nous informons. Il y a aussi une question à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a certaines chaînes de télé, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça nous montre ce que les gens écoutent, mais est-ce que nous sommes informés pour autant? Donc je pense qu'on a, nous aussi en tant que citoyens, on a la chance de vivre dans un pays où il y a beaucoup d'informations,
on a accès à beaucoup d'informations. Maintenant, il faut voir aussi comment nous, on la trie, qu'est-ce qu'on prend, etc., pour être informé et se faire une opinion. Moi, je sais que, bon, en plus, aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir des abonnements en ligne qui sont vraiment pas chers, etc., et on peut avoir accès à beaucoup d'informations. Donc, on a aussi une part de responsabilité dans l'information et comment on y accède. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, allez-y. Moi, c'était par rapport à, donc encore à l'Aquarius, et par rapport justement, on parlait du politique, et on parlait du rapport de force, en fait. Voilà. Et ce qui me marque, c'est l'impression que j'ai, c'est que par rapport à M. Salvini, donc en Italie, c'est justement la verticalité de ce pouvoir, et le fait que M. Salvini peut très bien dire, bah oui, attendez, moi j'ai été élu par les citoyens, j'ai été élu démocratiquement, voilà. Et ce qui fait peur dans ce cas-là, et c'est ça qui peut-être agite les pays maintenant, c'est que est-ce qu'on donne un blanc-seing à ces gens? Parce que moi qui ai été élevé à l'école de la République française, peut-être bien naïf, pour moi, un homme, même s'il a été élu, n'a pas tous les pouvoirs et peut pas comme ça décider d'un seul coup, voilà, on va tout arrêter, etc. Voilà. Pour moi, il y a toute une institution, il y a des conseils, il y a d'autres gens derrière qui font qu'un homme n'a pas tous les pouvoirs. Donc est-ce que aussi, par rapport aux politiques, il n'y a pas cette verticalité-là qui nous effraie aussi? Et est-ce que c'est pas pour ça qu'on essaie de trouver d'autres moyens justement d'action maintenant, parce que voilà, cette concentration fait peur. Et juste rappeler quand même que l'Italie s'est trouvée bien seule, et Matteo Salvini n'est pas arrivé par hasard, hein. L'Italie s'est trouvée bien seule pendant des années et des années et des années. Il faut vraiment leur rendre hommage, parce qu'ils étaient seuls. Et je continue à rendre hommage aux gardes-côtes italiens pour tout ce qu'ils ont fait, et je le dirai toujours, parce qu'ils ont été les seuls à faire quelque chose face à des milliers de personnes en détresse, et ils ont été les seuls à les recevoir en Italie. Et si M. Matteo Salvini est là, c'est bien aussi le résultat de la non-solidarité européenne avec l'Italie. Oui. Exactement. Oui, moi, justement, je voulais revenir, et puis c'est un peu sur la question des défenseurs et justement ces différences qu'on peut revoir. C'est la question de l'universalisme des droits. Aujourd'hui, on nous parle en permanence du relativisme qui viendrait de certaines religions, de certains États, qui diraient que les droits ne s'appliquent pas, etc. Je veux dire, on est les premiers relativistes. Parce que quand on refuse d'aller sauver des gens en mer, c'est parce qu'on estime que les vies de ces personnes ne valent pas le même poids que le nôtre. Quand on expulse les Roms comme on les a vus ces 10 dernières années, quand on voit comment on les persécute, etc., c'est parce qu'on estime que les Roms n'ont pas les mêmes droits que nous. Et on retombe sur cette notion de déshumanisation. Quand on prend Madame Acuna, qui elle est au Pérou, sur les hauts plateaux, qui est en train de défendre sa petite ferme et celle de ses voisins de l'entreprise minière, et qu'on la traîne d'autochtones, etc., incultes et autres, eh bien on considère qu'elle n'a pas la même valeur humaine. Et en fait, ce que l'on constate, c'est qu'on a prôné l'universalisme des droits. D'accord. Et là-dessus, justement, plus les défenseurs des droits humains viennent des pays du Sud, et plus on constate ça aussi. C'est-à-dire qu'on a prôné depuis 1948, l'universalisme des droits. Et puis, depuis 1789, on nous parle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ce que l'on constate, c'est que, en fait, les gens ne connaissaient pas ces droits, donc ne les réclamaient pas. Et comme ils ne les réclamaient pas, c'était bien pratique, parce que finalement, c'était des droits un peu pour les érudits, pour les personnes. C'est pour ça qu'on voyait des avocats, c'est pour ça qu'on voyait des politiques. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens les connaissent et tout le monde les réclame. Quand on a des réfugiés qui arrivent par la Libye en fuyant la guerre ou les persécutions ou des excisions et tout ce qu'ils sont en train de fuir, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont des droits. Ils ont des droits aussi d'être protégés. Et là, tout d'un coup, ça nous pose des problèmes, parce que on revient aussi sur la notion d'universalisme. Et je pense que s'il y a autant de difficultés aujourd'hui aussi, c'est parce que finalement, pour certains, il y a trop de gens qui demandent leurs droits, et y compris les ouvriers qui demandent à être logés dignement, à manger correctement, etc. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non, Marie-Christine Vergiat, alors.
Oui, je crois que la question de l'universalisme est au cœur de ces questions-là. Moi, je vois souvent et je me bats contre le fait qu'on parle des valeurs européennes en défendant les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dès lors qu'on dit que ce sont des valeurs universelles, on est en plein relativisme, exact. Des valeurs européennes, on est en plein relativisme. Et effectivement, on a porté ces valeurs-là d'abord comme des valeurs européennes. Alors probablement, oui, la plupart de ceux qui au départ ont écrit, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, étaient des Européens. Mais il n'y a pas que des Européens qui, dès le départ, dès 1948, ont signé cette déclaration. Et partout dans le monde, il y a des gens qui se sont battus pour défendre ces valeurs-là comme des valeurs universelles. Et quelque part, il y a dans la tête des gens le fait que si on va en Europe, qui nous a appris ça, on va être protégé par rapport à ces droits-là. Et on est dans une période où, excusez-moi de le dire de façon un peu caricaturelle, on est en crise à l'intérieur de l'Europe et du continent européen. Parce que cette maladie, vous disiez la pyramide, alors d'abord, il n'y a pas que Salvini qui a une vision pyramidale des choses. On est un peu mal placé en tant que Français avec notre régime présidentialiste où on a l'impression que le président décide et que tout le monde suit derrière pour se rendre compte qu'il y a un certain nombre de problèmes. La France n'est pas un modèle de démocratie. C'est quoi la démocratie? Parce que c'est ça votre question. La démocratie, ce n'est pas que l'élection, mais ce n'est même pas que ce qu'on appelle la démocratie libérale. Parce que si M. Orban, en Hongrie, parle de démocratie illibérale, c'est parce que ce qu'il refuse d'abord, c'est la démocratie libérale et son système de représentativité. Or, on est dans une période aujourd'hui où, effectivement, alors je suis bien placée pour le savoir en tant qu'élu, les politiques sont rejetés globalement. Dès lors qu'on prend la parole en tant que politique, on est soupçonné. Je crois que ce qui est fondamental là-dedans, et moi je trouve que ça régresse, y compris à l'intérieur du Parlement européen, et ça me rend malade quelque part, c'est que quand on défend la démocratie, on défend l'état de droit. On défend un système, vous disiez effectivement la question de la séparation des pouvoirs, la question de l'indépendance de la justice. Quand vous voyez ce qui se passe en Hongrie et en Pologne, la première institution qui est attaquée, et c'est pareil en Turquie, c'est la justice. L'indépendance de la justice. Il faut que la justice soit aux ordres. Et s'il y a des choses qui évoluent, notamment encore en Italie en ce moment, c'est parce que pour le moment, il y a des magistrats qui continuent de faire leur job. Mais on l'a vu aussi en France. On le voit avec la Cour de cassation qui a saisi le Conseil constitutionnel, attendez, avant de dire non, attendez, qui a pris une décision sur la fraternité et qui, la Cour de cassation aujourd'hui vient d'annuler la décision de Cédric, mais pendant le même temps, à Brive, il y a des militants c'est pas Amnesty cette fois-ci, c'est la CIMAD, je crois, qui ont été condamnés sur la question du passage illégal de la frontière. Et ça n'est pas dans la décision du Conseil constitutionnel. La question du délit de solidarité aujourd'hui, elle existe toujours parce qu'il y a la question du passage illégal de la frontière. Et on est quand même, en tant qu'Européens, dans un truc assez surréaliste, parce qu'on est très fiers de la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, et on coince des gens parce qu'ils font passer, soi-disant, des migrants entre l'Italie et la France. Et là, je vous rejoins complètement sur la question de la solidarité par rapport à l'Italie, quoi. La France est le pays qui, dans l'Union européenne, refoule le plus, ou vers l'Italie, alors que l'Italie, depuis 2011, est le premier pays entrant, à l'exception de 2015 où la Grèce est passée exceptionnellement devant, mais le premier pays entrant dans l'Union européenne. Tout à fait. Je voulais revenir sur l'Italie, parce que quand on parle d'Italie, on parle aujourd'hui de ses dirigeants, bien entendu. Vous avez rendu hommage aux gardes-côtes, et l'Italie a accueilli des milliers et des milliers de migrants, beaucoup plus que d'autres. Et je crois qu'on peut rendre hommage à des élus qui, dans leur collectivité locale, ont fait un certain nombre de choses, des associations qui ont fait un boulot absolument remarquable, souvent submergés par les flots et n'étaient pas préparés à cela. Et aujourd'hui, effectivement, quand on parle de l'Italie, on ne parle pas de tous les Italiens, heureusement, et je crois qu'il faut aussi l'entendre comme ça. Merci de tout à l'heure, Sophie Baud, d'avoir apporté cette nuance dans notre propos. On arrive à quelques minutes de la fin de notre débat. En général, ça déclenche une dernière question. Est-ce qu'il y a une main qui se lève? Qu'est-ce que quelqu'un a envie de dire, ou de témoigner, ou de contrecarrer, ou d'appuyer, ou de contester, ou de dormir? Un peu tôt, non, quand même? Ouais, allez-y, monsieur.
Bonsoir, merci pour vos interventions. Peut-être pour finir, on est sur le thème de défenseurs des droits humains. Et je me demandais, on assiste au phénomène de criminalisation de ces humanitaires, de ces personnes-là qui défendent les droits humains à travers le monde. Et je me demandais si vous aviez des pistes de réflexion, de comment inverser cette tendance qui, comme on le voit, on le constate et monte vraiment en Hongrie, notamment en Russie, en Europe, vraiment. Et j'avais peut-être une formule. Je sais qu'on parlait beaucoup de l'Italie et Antonio Gramsci parlait de « le vieux monde se meurt ». Et le vieux monde se meurt, un nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et je me demande si on n'assiste pas à un changement de fonctionnement, un changement qui... On va essayer d'éviter les monstres. Vous vouliez... Oui, moi j'ai toujours vu des monstres, donc je ne sais pas trop. Malheureusement, par contre, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui portent la lumière et je trouve que c'est une très bonne chose. D'abord, moi je tiens à souligner ici, je pense que tout à l'heure Marie-Christine l'a évoqué, de la déclaration est sortie, de la déclaration des défenseurs des droits humains qui donne obligation aux États de les protéger, et sont sorties les directives de l'Union européenne. Ces directives sont un outil extraordinaire que moi je sais que nous utilisons beaucoup à chaque fois que dans les pays, elles donnent en quelque sorte une obligation aux ambassades des pays européens de donner protection, d'aider les défenseurs, de leur donner de la notoriété, etc. Moi, j'ai la chance de travailler aujourd'hui sur une région où dans de très nombreux pays, que ce soit l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne notamment, mais aussi d'autres, et la représentation de l'Union européenne, remettent des prix, les mettent en avant, les protègent, même parfois les exfiltrent, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et ça c'est une chose vraiment de travailler avec eux. Ensuite, c'est vrai que lors du sommet, il s'est tenu le sommet des 20 ans à Paris des défenseurs des droits humains au Palais de Chaillot, puisque c'est là où a été signée il y a 70 ans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais c'est aussi là qu'il y a 20 ans a été adoptée la Déclaration pour la protection des défenseurs. Il y a à peu près 150 défenseurs qui ont été réunis au mois d'octobre. C'était organisé par les ONG et différentes organisations, pas par les États, et sorti une déclaration. Et cette déclaration met justement en avant le fait qu'ils sont la cible des attaques, qu'ils ont besoin d'être protégés, et qui revient à la déclaration. Ça a été présenté à l'ONU. Et là, je vous invite vous pouvez aller sur différents sites, bien sûr sur celui d'Amnesty, n'hésitez pas, pour signer la déclaration qui vient en soutien justement, parce que c'est nous aussi, nous on a un rôle majeur pour défendre ces défenseurs qui sont en première ligne et qui sont menacés, pour contrecarrer quand ils sont discrédités. D'ailleurs, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux pour dire combien c'est bien ce que fait SOS Méditerranée, etc. Parce que c'est un rôle très très important sur nos dirigeants quand ils voient qu'il y a une opinion publique favorable, donc il faut partager, etc. Voilà, il faut le faire. Et dernièrement, eh bien évidemment, il faut se mobiliser chaque fois qu'on peut pour ces personnes, parce que quand on les met dans la lumière, quand on leur apporte du soutien, on légitime leur combat, on légitime leur cause, et ça aussi, ça les aide énormément. Donc là aussi, moi, je vous appelle à venir. Là, on finit notre opération 10 jours pour signer. Il y a 10 cas de femmes défenseurs sur le site d'Amnesty International. C'est des situations totalement différentes, mais elles ont besoin d'être protégées. Donc là aussi, on peut se mobiliser, parce que chaque fois, et c'est très important, les réseaux sociaux peuvent être très négatifs, mais ils permettent de diffuser les causes, de montrer à ceux qui nous gouvernent le soutien qu'on leur apporte. On ne peut pas laisser les réseaux sociaux simplement aux gens qui critiquent et qui sont négatifs, parce que sinon, effectivement, les gouvernements ont l'impression que tout le monde est négatif. Il faut être présent et soutenir les causes qui nous semblent justes. Et je terminerai par là, parce que nous aussi, on est tous des défenseurs des droits humains. On doit défendre, protéger les droits humains. C'est la déclaration, c'est notre déclaration, ce sont nos droits, on doit les défendre. Donc il faut s'engager, et chacun, même si c'est avec sa petite souris ou son petit smartphone, pour défendre les causes qui lui semblent justes. Merci. Peut-être un dernier mot de ceux qui souhaitent avant la fin, ou on laisse la conclusion telle qu'elle vient d'être faite, là? Non? C'est bien? Allez-y.
pour répondre à votre question, du point de vue de SOS Méditerranée, qui est acteur de terrain, qui était invité justement à représenter pour la France défenseurs des droits humains. Alors c'est nouveau pour nous, c'est qualificatif. Hein. On ne se voyait pas du tout comme des défenseurs des droits humains, encore une fois. Mais pourquoi pas? Et donc, ce que je voudrais dire, deux choses. Un, la détermination à continuer. C'est pas parce qu'on a renoncé à l'affrètement de l'Aquarius qu'on va arrêter nos missions de sauvetage en mer. On repart. On est en train de préparer notre retour en mer avec un autre bateau, même si on peut imaginer qu'on sera attaqué de nouveau, etc. Mais dans l'intervalle, nous aurons sauvé des vies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la transmission des valeurs. Et je reviens là où j'étais au début de cette soirée. Je pense qu'il y a un devoir de partager nos valeurs. Nous, en tant qu'ONG, nous ne le faisons pas assez, les humanitaires. Ça ne va pas de soi. Le sans-frontiérisme a quelques années. Et vraiment, il est temps de s'adresser aux jeunes pour repartager toutes ces valeurs. Et donc là, ce sont d'innombrables actions de partage auprès des jeunes que nous faisons avec des bénévoles. Et ça me semble essentiel pour préparer la suite. Je vais faire un lien entre la question et les différentes choses, parce que moi j'ai souvent cette phrase de Gramsci dans la tête, mais j'en ai aussi une autre, toujours dans la tête, qui est une phrase de Lucie Aubrac, qui dit « La résistance se conjugue aussi au présent ». Et je crois que c'est ça, le moyen de lutter, c'est de résister. Et moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont résisté pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme pour les gens qui résistent aujourd'hui dans des vraies dictatures. Je ne supporte pas qu'on utilise le terme de dictature à tort et à travers. Quand j'entends dire qu'on est dans une dictature en France, j'ai envie de dire mais allez voir dans une vraie, vraie dictature quand même. Et je crois qu'on a le devoir, quelque part, même si j'aime pas bien la notion de droit et devoir, mais on a le devoir effectivement de résister, de porter d'autres paroles. Et moi, si j'ai un espoir, c'est plutôt dans la société civile, dans la capacité de la société civile à s'emparer d'un certain nombre de causes, alors de SOS, mais aussi je vois notamment l'hébergement des migrants, tous les gens qui hébergent sans le dire, de façon... Et je crois que tout ça, c'est des gestes de citoyenneté, de solidarité, qui permettent d'avoir de l'espoir et qui donnent envie à des gens comme moi de continuer à se battre et de continuer à défendre un certain nombre de principes au Parlement européen ou ailleurs, parce que je crois qu'il y a plein d'endroits où on peut défendre toutes ces belles valeurs, et moi je suis prête à retourner dans la société civile très vite.